orienter les décisions. A été fait sur les différents aussi outils. Et c'est sur la base de la capitalisation de l'expérience qu'un choix opérationnel a été porté sur le RIMA. Mais maintenant, comment réadapter le RIMA dans le contexte donc de nos systèmes de collecte des données et de façon à ne pas créer aussi de nouveaux besoins de collecte des données. Petit souci de connexion. Oui, Bawa, tu nous entends? Peut-être Amadoun, est-ce que vous pouvez continuer? Allô, Bawa? Je pense qu'il est... Il est déconnecté, je crois. Il va se reconnecter. Vous pouvez continuer? Il va se reconnecter, oui, effectivement. Bon, je vais essayer. Bon, je ne le ferai pas de la même manière que Bawa. Et effectivement, comme il venait de le dire, l'outil RIMA, qui est en fait l'outil d'analyse des mesures de la résilience au niveau de la FAO, a été l'outil sur lequel on a basé la construction de cet outil régional d'analyse des mesures de la résilience et axé sur les trois capacités, la capacité d'absorption, la capacité d'adaptation et la capacité de transformation. Bien évidemment, la définition pour chacune de ces capacités est donnée en fait dans les cadres qui sont là. Next. Toujours en fait, par rapport en fait à ces trois capacités, donc c'est d'essayer à partir d'un choc, essayer de mesurer à la fois pour en fait l'absorption, l'adaptation, la transformation, la capacité de résilience. Bien évidemment, l'objectif ultime qui était recherché, c'est en fait une sécurité alimentaire durable de nos populations. Mais nous savons qu'en fait, un choc, lorsqu'il survient, il agit sur la capacité d'absorption des populations, la capacité d'adaptation et quelle est la possibilité de ces populations en fait à se transformer en fait après une adaptation. Voilà. Face au choc. Alors, donc, le cycle amer, il est axé face au choc, il est axé sur l'évaluation de ces trois capacités. Évidemment, il y a les capacités de résilience à un temps T bien avant le choc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait avoir un certain nombre d'informations sur les ménages ou les communautés concernées avant le choc. Il y a également durant le processus de développement du choc, donc en fait, le T1 plus en fait qui est après le choc et le T2 avant, avant le choc. Donc, il y a un processus de développement donc, pendant le choc et il y a l'évaluation des capacités, c'est-à-dire en fait la capacité d'adaptation en fait de ces populations et voir en fait ceux qui sont allés dans le sens en fait d'une transformation. Voilà. Donc, il y a également en fait tout ce qui concerne les ajustements et les modifications opérés par les ménages ou les communautés en fait face à ce choc. Alors, les principes clés de la mer, c'est qu'en fait, le processus de développement est une approche inclusive de la même manière que le processus du cadre harmonisé et il est déconnecté au système existant. Donc, comme Bawa l'a dit, l'idée c'est de partir du fait que ce processus n'engendre pas de collecte supplémentaire d'informations, partir des informations existantes et des systèmes existants pour pouvoir rassembler les informations nécessaires. Alors, bâtir les expériences en cours tout en innovant dans une perspective créative et consensuelle. Donc là également, de la même manière que l'outil cadre harmonisé exactement, il y a cette nécessité de consensus qui est recherchée autour des analyses qui sont faites. Voilà. La recherche d'une compréhension partagée, voilà, l'approche impérative, la prise en compte de la complexité des niveaux d'analyse, comme il le dit, c'est des méta-analyses qui rassemblent plusieurs informations venant de différents systèmes. Voilà. Garantir surtout la flexibilité du processus d'apprentissage et surtout la pratique d'évaluation complète et multi-acteurs. Donc,
l'idée, c'est qu'en fait, la mer se fonde essentiellement en fait, sur les principes de base du cadre harmonisé, qui est cette recherche de consensus, d'inclusivité des différents acteurs dans les différentes analyses. Alors, M. Bawa vient de se reconnecter. Est-ce que je peux vous inviter à terminer, si possible, mais rapidement, parce qu'on va avoir 5 minutes seulement pour Exactement. Donc, Bawa, j'ai essayé autant que faire se peut. Voilà, donc tu peux continuer et finir en fait la présentation. Voilà. Je pense que ma communication, là, elle est intermittente, là, elle n'est pas en continu, mais oui. Voilà la base théorique, hein, c'est le processus de modélisation de AMR. Donc, il y a toute une base théorique, donc comme je l'avais dit, de revue critique du cadre analytique, de l'analyse critique des méthodes existantes et du choix basique de RIMA qui a été fait. Maintenant, tout le processus est construit donc sur la base des indicateurs définis au niveau de 3 capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation. Et la 3e étape, c'est l'estimation donc de 3 capacités et le calcul de l'indice de résilience. Next. Donc, il y a un ensemble de 28 indicateurs qui ont été identifiés, dont 8 indicateurs pour la capacité d'absorption, 6 indicateurs pour la capacité adaptative et 14 indicateurs pour la capacité de transformation. Et donc, c'est suivant l'approche NEXT, ces indicateurs qui sont donc les données d'entrée et le modèle a été construit donc suivant la représentation donc complexe, donc suivant la méthode économétrique et qui consiste à considérer donc la résilience comme étant un phénomène latent, c'est-à-dire non observé mais lié à des variables manifestes, c'est-à-dire observables. Et c'est pourquoi pour chacune des capacités, on a regardé le système de collecte de données existants, quel type d'indicateurs ils peuvent véritablement nous générer sans créer de nouveaux besoins de données. Et c'est sur cette base que ce modèle a été donc conçu et qui est beaucoup plus simple et moins complexe que le modèle RIMA développé par la FAO. Next. Ça, c'est un exemple de résultat parce qu'on a fait des exercices tests dans quelques pays, notamment au Niger et au Sénégal. Et ça, c'est l'exemple de l'exercice fait au Sénégal et qui a démontré effectivement au niveau de chacune des capacités quelles sont les variables les plus qui tirent donc sur la détermination, qui ont un poids assez important sur la détermination des capacités et globalement, pour l'indice, quelle est la capacité donc, qui joue un poids le plus important, factoriel le plus important par rapport au modèle de calcul de l'indice de résilience pour observer. Donc, on voit effectivement que ce résultat a permis effectivement de déterminer quelle est la capacité la plus prépondérante et au sein de chaque capacité, quelles sont les variables qui sont de faible niveau et cela permet donc de mieux orienter effectivement les interventions en essayant de rehausser le niveau de ces indicateurs. Next. En termes de gouvernance, tout est articulé autour du comité technique du cadre harmonisé, mais tout se fait aussi de façon concertée avec l'ensemble des partenaires, au niveau régional, au niveau national des pays, mais aussi au niveau international avec donc la mise en place de ce comité scientifique qui devrait donc regarder, avoir un œil critique de l'approche économétrique et du choix des différents indicateurs et de la fonction qui a été créée pour calculer. Et chaque fois que nous avons des résultats aussi, on fera le rapport exhaustif et le rapport sera présenté à ce comité scientifique pour avis afin de mieux orienter et éviter des erreurs d'orientation et de suivi. Toujours dans le cadre de la gouvernance, on a le cas de reddition de comptes, c'est dans le cadre du fonctionnement du réseau global de prévention et de gestion des crises alimentaires, notamment au niveau du RPCA, où l'ensemble de ces résultats sont présentés et ça doit servir donc d'outils et de support de plaidoyer et d'orientation des politiques et des programmes de développement à moyen et long terme de façon à mieux sécuriser donc les conditions de sécurité alimentaire des populations au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'est la fin de la présentation qu'on a préparée. Merci à vous.
Ok, Bawa, merci beaucoup pour cette présentation. Et on s'excuse vraiment pour cette connexion qui a été par moments défectueuse, qui a fait qu'on t'a perdu, m'amenant à prendre ta relève. Voilà. Donc, maintenant, après cette présentation, nous allons, je vois dans le chat que je n'ai pas vu de questions qui sont posées dans le chat. Il y a une question de Jacques Conforti. Hein? Il y a une question de Jacques Conforti. Ah, ok, d'accord, voilà. Donc, ça vient d'arriver. Donc, la place donnée à tous ces outils et mesures d'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ne contribue-t-elle pas à focaliser l'attention et les ressources sur la gestion des crises au détriment des interventions pour s'attaquer aux causes, pour la plupart d'origine humaine? Le système est davantage conçu pour des crises conjoncturelles. Or, il s'agit davantage de crises structurelles. Qu'en pensez-vous? Alors, par rapport à cette question, Bawa, tu as cerné la question, les aspects conjoncturels et les aspects structurels, en fait. Donc, on pense qu'en fait, que ces outils servent beaucoup plus davantage à gérer des aspects conjoncturels, alors qu'on ne s'attaque pas aux vraies causes. Alors, pour réconforter en fait la question de Conforti, je dirais en fait, essaie de nous donner un peu la différence entre les deux outils, parce que en filigrane, on le fait ressortir, que le cadre harmonisé va dans le sens conjoncturel et que le deuxième outil va dans le sens structurel. Alors donc, donne-nous en fait cette différence fondamentale entre ces deux outils en lien avec la question de Conforti. Tu m'entends, Bawa? Oui, merci. Tu as compris la Oui. question de Conforti? Oui, la première question, le premier commentaire qui a fini par la question sur l'AMR Voilà. en lien avec la mesure de la résilience. Et comme je l'ai dit, l'outil AMR a été développé plus orienté vers les actions de moyen et long terme et non les actions de court terme comme les actions conjoncturelles ou répondre aux crises conjoncturelles. Mais évidemment, dans le processus, chaque fois qu'il y a un choc assez fort, on peut effectivement mettre en déroulé l'AMR pour essayer de mesurer les capacités et regarder globalement l'indice et les capacités de résilience. Et par rapport aux actions à court, à moyen et long terme qui sont déjà en cours dans les pays, quelles sont les actions qui méritent d'être réorientées ou révisées ou renforcées de manière à assurer encore une meilleure résilience des communautés face aux chocs qui peuvent survenir dans la zone. Mais fondamentalement, l'outil est orienté vers les actions, si vous voulez, structurelles, donc à court et moyen terme. Et maintenant, c'est le cadre harmonisé qui est l'outil orienté vers les actions conjoncturelles, donc vers une analyse conjoncturelle de la forme de l'insécurité alimentaire. Mais pour le moment, pour les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous n'avons pas encore développé un outil d'analyse de la sévérité de l'insécurité alimentaire conjoncturelle. Nous sommes dans les structurels ou chroniques. Il y a un tel outil au niveau de l'IPC, effectivement, qui aussi, il y a beaucoup de questionnements. Mais au niveau de la zone du Sahel, c'est maintenant que nous sommes en train de mûrir les réflexions pour voir concrètement comment on va aborder les questions conjoncturelles des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Mais spécifiquement, l'AMR, c'est apprécier jusqu'à quel niveau, quand un choc arrive, les ménages, les communautés rurales sont à mesure de s'adapter ou d'absorber ou, si vous voulez, de retransformer leur manière de faire et vivre avec les chocs tout en assurant leurs conditions de sécurité alimentaire à moyen et long terme. OK. Merci bien, Bawa, pour ces éclairages. Les présentations, j'espère que les organisateurs vont prendre les dispositions pour les mettre à la disposition de moi. Oui, je confirme que les présentations
ainsi qu'un rapport en anglais et en français de toutes les sessions et une petite sélection des enregistrements sera disponible, oui, sur la plateforme Core. Toutes les informations seront envoyées. OK, OK. Alors, OK. je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation ou Amadou, Oui. si tu veux ajouter quelque chose. Non, pour le moment, dans le chat, si je vérifie le chat, s'il n'y a rien dans le chat, je vais donner la possibilité à ceux qui veulent poser des questions en live. Je ne vois pas de main levée. Frédéric, tu peux m'aider à regarder s'il y a des mains levées. Je ne vois pas non plus. C'était très clair, la présentation. OK. Alors, donc, étant donné qu'il n'y a toujours pas de questions et qu'on a avancé suffisamment dans notre temps, mais je voudrais te demander aujourd'hui, entre ces deux outils, on a compris qu'en fait, l'outil cadre harmonisé pratiquement depuis 2013 est utilisé dans l'ensemble des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement dans 18 pays, les 17 pays plus le Cameroun. Et la mer, pratiquement, l'analyse des mesures de la résilience vient d'être testée dans 2 pays. Dans l'optique, en fait, ça va couvrir également les 17 plus 1, Cameroun. Aujourd'hui, quelles recommandations on peut tirer de la mise en œuvre du cadre harmonisé et qui pourra aider véritablement à une appropriation rapide de l'outil de mesure de la résilience par les pays et les différents acteurs? Oui, pour le premier outil, je pense que le facteur le plus important à regarder, c'est la participation et donc l'alignement. Il y a déjà une charte dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et qui définit les règles de jeu sur le pilier fondamental qui est l'information et les 3 piliers fondamentaux de la charte. Et je pense que la conjugaison des efforts de façon telle que évolue dans les 2 outils, le cadre harmonisé ou l'AMR, le consensus et la participation inclusive, c'est normalement si vous voulez, le moteur du succès. Et donc, la disponibilité de l'ensemble des partenaires, non seulement à partager leur base de données et les informations qu'ils ont à leur niveau pour les analyses conjoncturelles, et pour tout ce qui est de l'analyse de la mesure de la résilience, c'est là aussi la disponibilité des acteurs à participer au processus de ces analyses statistiques qui utilisent l'économétrie de façon à interpréter et avoir une meilleure vue de l'ensemble des résultats. Si le cadre harmonisé est orienté vers les actions de très court terme, des questions conjoncturelles, l'AMR est orienté vers les actions, comme on l'a dit, de moyen et long terme. Et donc, tout ce qui est des actions de développement, ça veut dire que c'est les acteurs particuliers qui s'intéressent aussi aux questions de développement moyen et long terme qui devraient normalement unir les efforts autour des dispositifs nationaux pour participer à la construction et aux différents processus d'analyse, mais aussi à la mise en œuvre des recommandations qui découleraient des différentes analyses qui seront conduites dans le pays. Pour le moment, comme je l'ai dit, nous sommes déjà à la phase du déploiement avec des séries de formations qui sont déjà réalisées à l'endroit des pays du Sahel comme les pays du Golfe de Guinée. Et la prochaine étape, c'est comment amener ces pays à faire ces exercices et à faire des plaidoyers à haut niveau, au niveau des décideurs, de façon à mieux valoriser les résultats de ces analyses qui vont sortir au niveau de ces différents pays. Merci bien, Bawa. Manu, il va falloir peut-être clôturer la session au vu de l'heure. On va clôturer la session. OK, d'accord. Alors, donc, merci beaucoup, Bawa. Et donc, en fait, merci de nous avoir gratifié de cette belle présentation. On comprend aujourd'hui qu'en fait, le cadre harmonisé il est opérationnel dans les 18 pays. La mer qui vient de commencer. Et je pense qu'en fait, ce que tu aurais dû ajouter aussi, c'est qu'en fait, c'est des outils quand même qui sont capables de reproductibilité. Parce que je suis sûr que si nos amis de l'IGAD auraient dû nous poser cette question, mais malheureusement, on n'a pas de temps. Donc, en fait, c'est les rassurer quand même que c'est des outils quand même qui sont capables de reproductibilité. Mais il y a des prérequis, notamment en fait, le renforcement des systèmes d'information qui permettent de collecter les informations. Parce que ces 2 outils utilisent des informations déjà existantes provenant des différents systèmes d'information. Voilà.
c'est aussi des outils évolutifs, capables d'adaptation à des contextes émergents, et comme je viens de le dire, surtout des outils reproductibles. Voilà, donc sur ce, mesdames et messieurs, à tous ceux qui ont pris le temps de participer à cette session, on vous dit vraiment merci et on vous invite véritablement à aller dans la grande salle d'exposition. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez voir et puis laisser des commentaires également, discuter avec les présentateurs qui sont en fait dans cette grande salle d'exhibition. Voilà, la session est terminée. Nous vous remercions et donc à la prochaine session qui aura lieu à 15h30. Merci, je vous remercie.